Bonjour Éric Coquerel, merci beaucoup de nous rejoindre, d'être notre invité politique ce matin. Vous êtes député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis et vous soutenez bien évidemment le candidat Jean-Luc Mélenchon. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vesser-Redon. Bonjour Fabrice. Oriane, bonjour. Merci d'être avec nous Fabrice. Du coup, bonjour. EBRA, bien évidemment. On va commencer par l'Ukraine. Éric Coquerel, on parlera évidemment de la marche de Jean-Luc Mélenchon dans quelques instants, mais d'abord l'actualité c'est l'Ukraine. Les bombardements qui se poursuivent, qui s'intensifient même avec l'utilisation de missiles hypersoniques. Vous êtes favorable à l'accroissement à la France Insoumise des sanctions frappant les oligarques russes. Est-ce que c'est pas un peu utopique de penser que ça peut faire reculer Vladimir Poutine? Ah non, je pense que c'est même ce qui peut lui faire le plus mal. Pourquoi? Parce que si les profiteurs de son système oligarque commencent à être étranglés financièrement, je vous assure que ça peut avoir un effet assez rapide sur la base finalement de son pouvoir. Voilà. Donc je crois que c'est plus efficace, j'allais dire, que des sanctions globales qui peuvent peut-être... Parce que dans le même temps, vous dites que les sanctions économiques, c'est pas utile, non, c'est inefficace. On dit deux choses. On dit que les sanctions globales, économiques, qui, par exemple... c'était l'idée de Monsieur Le Maire. Il faut quelque part frapper le peuple russe. Bon, avec un danger, c'est que d'abord ça nous frappe aussi, parce que les sanctions économiques, c'est lié au pétrole et au gaz. Donc on voit bien que ça peut aussi, peut avoir un effet boomerang. Et puis la deuxième chose, c'est que ça peut aussi souder en réalité l'opinion publique russe, qui pour l'instant ne l'est pas, c'est pas vrai, elle se tait, elle est soumise à une propagande absolument terrible, avec le pouvoir. Donc ça, c'est une chose, à mon avis, à éviter. Moi, je regarde les choses concrètes. Par contre, quand les oligarques, ils ont commencé à perdre, c'est le magazine Forbes qui expliquait qu'ils avaient déjà perdu un tiers de leurs revenus. Si on les étrangle encore plus, mais alors il faut y aller vraiment plus fort qu'on ne le fait aujourd'hui. Jusqu'où? Ah bah par exemple, Piketty l'économiste, a proposé qu'on fasse un cadastre. Alors malheureusement, on a mis beaucoup de temps parce qu'on reconnaît très peu de paradis fiscaux pour établir par exemple la liste de tous les Russes qui ont plus de 10 millions d'euros, c'est à peu près 20 000 personnes en Europe, et là tout leur saisir. Alors, on leur saisit tout. On ne fait pas seulement la saisie un peu spectaculaire, comme ça a été fait dans le port de La Ciotat, je crois, d'un yacht. On saisit tout. Je vous assure que ça peut avoir des effets assez rapides. Bruno Le Maire, il dit qu'ils ont pu saisir que ce yacht, parce que pour faire des saisies, il faut qu'il y ait une infraction pénale, et qu'il n'y a pas eu d'infraction pénale. Non, mais c'est pas grave. Si on décide des sanctions, je veux dire, on peut le faire en dehors de problématiques de sanctions pénales. Donc les 850 millions d'avoirs gelés, pour le moment, ils sont gelés, ils sont immobilisés. Moi, je pense qu'il faut les saisir, il faut les saisir, et surtout, il faut établir une liste exhaustive de toutes les... Oui, bien sûr. Si on pense qu'on doit prendre des sanctions vis-à-vis de la Russie, et notamment des profiteurs du système Poutine, eh bien, il faut le faire. Je pense que c'est plus efficace. Et en même temps, d'un autre côté, on l'a toujours dit, pour l'instant, ce n'est pas ce que fait Emmanuel Macron. Donc là-dessus, il n'y a pas de divergence sur ce point. La France ne doit pas rentrer en guerre. Parce que si la France rentre en guerre, on fait en sorte que un conflit qui est absolument terrible, où on doit soutenir les Ukrainiens. Jean-Luc Mélenchon l'a fait très fortement hier, dès le début de son meeting, en dédiant son meeting au peuple ukrainien et aussi à tous ceux qui en Russie contestent le pouvoir de M. Poutine et cette guerre. Mais si demain cette guerre commençait à partir en cascade entre des puissances nucléaires, on voit bien le risque qui serait pris, et nous on est du côté de la paix. Emmanuel Macron a refusé de qualifier Poutine de criminel de guerre, comme l'a fait le président américain. Vous pensez que c'est une bonne chose? Oui. Vous pensez aussi? Oui, et pour une bonne raison. C'est que quand vous présidez, ou quand vous pensez que vous allez présider le pays, Jean-Luc Mélenchon avait répondu aussi à ça, vous gardez j'allais dire, des terminologies qui vous permettent de continuer à discuter malgré tout avec celui que vous considérez comme responsable de la guerre. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez à une sortie négociée. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que l'embrasser. De guerre pour vous? Et moi, ce que je crois, écoutez, il y a manifestement des crimes de guerre, qui ont lieu en ce moment. Encore faut-il, les établir de manière plus certifiée, parce que vous savez que dans une guerre, la propagande est de partout. Une guerre est malheureusement pas le meilleur moyen de connaître la vérité. On le sait souvent plus tard. Que russe pour mais en tout cas, il y a une chose est sûre, une chose est certaine. Non, je ne vais pas partir vers où m'emmener. Il y a un responsable aujourd'hui, qui est la Russie de M. Poutine, qui envahit un État qui est un État indépendant. Et ça fait en sorte que les responsabilités sont très claires. Il n'y a aucun trait d'égalité entre les deux États dans cette situation. La méthode Macron semble vous convenir sur le plan diplomatique, sur le plan de la sémantique? Elle m'aurait mieux convenu si la France était en situation plus forte
pour justement jouer ce rôle possible d'intermédiaire. C'est-à-dire si elle avait eu une position non alignée depuis des années, pas derrière l'OTAN, qui par exemple aurait permis, ça nous continuons à le dire, parce que justement c'est peut-être les voies de sortie pour la suite de cette guerre, mais qui aurait permis, par exemple, qu'on écoute un peu davantage que disait Poutine depuis des années vis-à-vis du fait de refuser qu'un jour l'Ukraine entre dans l'OTAN. Si la France n'avait pas été dans l'OTAN, je pense qu'on aurait été mieux situé, mieux en place pour justement jouer ce rôle. On l'a pas été, donc j'allais dire que jusqu'à ce conflit, je ne suis pas d'accord avec la politique de M. Macron qui a consisté malheureusement à être dans les roues des États-Unis d'Amérique à travers l'OTAN. Maintenant, sur ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire sur l'idée de dire on n'aggrave pas les choses, on essaye de continuer à discuter, de négocier, je trouve qu'il est plus raisonnable qu'une partie de ces troupes qui, eux, parfois sont un peu plus va-t-en-guerre ou que d'autres dans le paysage politique. Mais un dernier mot là-dessus, puisque sur ce sujet, justement, certains des candidats à la présidentielle reprochent sa position à Jean-Luc Mélenchon, dont Yannick Jadot. Yannick Jadot, il dit que la position de non-alignement de Jean-Luc Mélenchon revient à une capitulation. Non mais attendez, je ne sais pas ce que dit Jadot, il a dit l'inverse l'autre jour face à Zemmour. Il a dit qu'il se sentait non-aligné. Alors un jour, il critique le non-alignement de Mélenchon, le lendemain, il dit que c'est le non-alignement qu'il faut. Bon, je veux dire, je crois qu'il ne faut pas récupérer à des fins politiciennes la situation en Ukraine. Il me semble que quand il a fait ses déclarations, oui, c'est ce qu'il a fait. D'autant plus qu'il faut aussi réfléchir toujours quand vous faites une campagne présidentielle, mais peut-être qu'il ne songe pas à présider le pays. Et on dit c'est ça la situation, à ce que vous ferez quand vous arriverez au pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il faut rester à un moment donné, utiliser les bons mots et prévoir la suite. Ce n'est pas ce qu'a fait M. Jadot en la circonstance. On va parler du plan de résilience. 25 milliards sur la table pour faire face notamment à la hausse des prix de l'énergie. C'est le bon plan pour que met sur la table le gouvernement ? Non. Déjà, commençons par la problématique des carburants. Bon, ça fait la deuxième fois qu'on met en place un système qui va être très vite, qui va devenir très vite caduque parce que le prix du carburant continue à augmenter. Ce qui est proposé aux Français va vite être avalé par l'augmentation du prix. Ça avait été le cas avec l'indemnité inflation, 100 € pour les gens qui gagnaient moins de 2 000 €. Nous, on avait dit, vous allez voir, si vous ne bloquez pas les prix du carburant, tout ça va être avalé par l'augmentation et le prix à la pompe. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Donc déjà, arrêtons de prendre des mesures tant qu'on n'a pas bloqué les prix. Il faut bloquer les prix du carburant, les ramener à 1,40 €, c'est-à-dire le prix d'avant la crise. Alors qui paye là ? Alors, qui paye d'abord, c'est les entreprises, les raffineurs, les distributeurs de pétrole, comme Total, 16 milliards de bénéfices l'an dernier. La moitié en distribuant en dividendes. Donc il y a déjà de quoi faire. C'est eux qui doivent faire le premier effort parce que c'est eux qui profitent de cette spéculation, ce qui est quand même un peu énorme. Bon, qui d'ailleurs pose, entre parenthèses, j'ai entendu le maire l'autre jour me répondre, Bruno Le Maire, à la commission des finances, en m'expliquant que c'était compliqué parce que si Total, on lui bloquait les prix, il irait peut-être vendre son pétrole ailleurs, ce qui pose peut-être le problème d'un pôle public de l'énergie. Je mets ça de côté, mais à mon avis, c'est des bonnes pistes. Bon, et puis, on bloque les prix, on fait d'abord payer les distributeurs, ensuite, s'il y a besoin de trouver d'autre argent, on revient peut-être à une taxe flottante comme ça a été fait pendant très longtemps, parce que c'est normal aussi que l'État ne gagne pas plus au niveau de l'augmentation des prix quand les prix deviennent absolument aberrants comme actuellement. Vous voulez aussi un prix européen bloqué. Comment vous faites ? Ça, c'est une proposition qu'on a faite. Si l'Europe fonctionnait, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais bon, le problème, c'est que l'Europe est un grand marché de concurrence qui ne réfléchit pas justement, qui ne n'agit pas en fonction des intérêts des populations et des nations qui la composent. Mais si l'Europe était, ce véritable outil de régulation et d'intervention sur le marché avec la force qui est la sienne, la force de frappe, c'est le premier marché au monde. Il y aurait la possibilité de dire. Donc dans l'état actuel, c'est pas possible. Si vous arrivez au pouvoir le 24 avril, dans l'état actuel de l'Europe, on le proposera. Mais ça ne sera pas faisable immédiatement. Je pense que ça ne sera pas faisable, mais en tout cas, ça serait la bonne piste, parce que l'Europe ne profite pas assez, justement, d'être un marché de cette taille par rapport aux pays producteurs. Sur le pétrole et le gaz russe, est-ce que pour vous, il faut un embargo ? Est-ce que c'est possible ? On voit bien que non. Enfin, on peut pas. Toute la question, elle est le fait que si vous prenez des mesures qui s'avèrent des mesures boomerang pour le pays, c'est-à-dire qu'ils fassent en sorte que la vie des gens dans notre pays devienne insupportable. Elle l'est déjà, par exemple, en termes énergétiques. C'est pas nouveau. Au bout d'un moment, je vous assure que ça va pas être très efficace
pour bloquer la Russie. Si on a plus mal qu'eux, pour aller vite. Bon, par contre, il faut peut-être réfléchir très vite à des mesures alternatives de façon à ne plus être dépendant. Bon, alors ça veut dire sortir du pétrole, ça c'est clair. Ça veut dire aussi réfléchir peut-être à d'autres approvisionnements de gaz, c'est ce qu'il faudrait faire. Et puis troisièmement, aussi à long terme, eh bien, aller vers le 100% renouvelable, c'est-à-dire faire en sorte de développer une énergie où nous sommes totalement indépendants, ce qui n'est pas le cas avec le nucléaire. Parce qu'hier, dans le Parisien, Jean-Luc Mélenchon, il disait qu'il fallait attendre de voir, avant de fermer une centrale nucléaire, il fallait attendre de voir comment on pouvait la remplacer par une autre énergie. Ce que nous disons, c'est que nous ne faisons pas, nous fermons les centrales nucléaires au-delà de leur annonce de vie légale, etc. C'est-à-dire, on ne les maintient pas. Donc tout ça va nous emmener en gros à peu près vers 2040-2045. Et donc l'optique, c'est d'être à 100% renouvelable. C'est le plan Négawatt 2045-2050. Et ça vous paraît possible et de fournir les besoins d'électricité de la France qui vont augmenter ces besoins d'électricité. Il n'y a pas que nous, Négawatt. RTE, qui est le grand réseau de distribution en France, un de ses plans, c'est la première fois, un de ses plans estime que le plan 100% renouvelable, alors eux ils pensent que ça sera un peu plus cher, nous on ne le pense pas, parce que le coût des EPR aujourd'hui... C'est pas facile à mettre en œuvre non plus. Mais tout dépend de la technique et de ce qu'on met, sur la table. Vous trouvez que EPR, c'est facile à mettre en œuvre? Vous, le prix a multiplié par 3. Il n'y a pas une EPR qui fonctionne dans le monde. Et M. Macron nous annonce qu'on va aller vers 8 EPR. Mais c'est irresponsable. Aujourd'hui, le renouvelable, on sait ce que produire, on sait les problèmes qu'on a, c'est-à-dire le problème de stockage. Mais ça, on peut le résoudre si véritablement on met le paquet en termes de recherche et développement. Et je crois effectivement que c'est l'avenir. Moi, j'ai été il n'y a pas longtemps dans un pays, parce que je suis président du groupe d'amitié franco-islandais, l'Islande est arrivée à 100% renouvelable. On dirait, l'Islande a la géothermie, etc., mais ils ont mis le paquet pour développer tout ça. Nous, on a notamment un littoral, le plus grand littoral en Europe au niveau maritime. On est la deuxième puissance, en termes de surface maritime. Je vous assure qu'il y a de quoi faire dans toutes les formes d'énergie marine renouvelable. Un mot sur les impôts, notamment l'impôt sur le revenu. Alors beaucoup de candidats promettent des baisses d'impôts. Par vous misez plutôt sur la redistribution. Ça veut dire que tout le monde doit payer l'impôt pour vous? Nous, on a prévu un plan fiscal qui fait qu'en dessous de 4 000 €, vous êtes gagnant. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que l'impôt, que ce soit l'impôt direct ou l'impôt indirect, c'est-à-dire ce qui est progressif et qui paye malheureusement très peu dans la fiscalité, je parle de l'impôt sur le revenu, frappe beaucoup les classes moyennes. Beaucoup. Et que, à force d'exonération, à force de cadeaux fiscaux, je pense à l'ISF et autres, les plus fortunés de notre pays, depuis plusieurs années, se voient allégés fortement en termes de fiscalité. Donc on est pour 14 tranches d'impôts qui permet justement de mieux répartir, payé par tout le monde, même de manière symbolique par des gens qui ont très très peu de revenus. Alors ça peut être des fois 1 €, 10 €, 100 €, mais d'un autre côté, ils gagneront parce que nous proposons que la TVA baisse pour les produits de première nécessité. Ils y gagneront parce qu'en réalité, la fiscalité redeviendra plus redistributive et plus progressive. Mais c'est vrai, par contre, qu'il y a des gens qui, au-delà d'un certain revenu, eux, paieront beaucoup plus d'impôts et ça permettra d'apporter des recettes. Et qui dit recette permettra justement d'investir, notamment pour la bifurcation écologique. Un mot sur une autre mesure avant de passer à la réforme des retraites. Le SMIC à 1 400 €. Dès le 25 avril, a dit hier Jean-Luc Mélenchon, il prendra un décret une fois élu président de la République. Comment vous financez et comment vous expliquez ça aux petites entreprises ? Alors comment on finance? Déjà, le financement pour l'État, il n'y a que le coût de ces personnels qui sont au SMIC, plus certains revenus. Donc ça, c'est pas du côté de l'État qui est le gros problème. Il y a effectivement des problèmes pour certaines entreprises. Et bien dans ce cas, nous ferons l'inverse de ce qu'a fait le gouvernement. C'est-à-dire nous ferons des aides ciblées aux entreprises qui joueront le jeu, qui donc passeront au SMIC à 1 400 € et qui, parce qu'elles sont dans un secteur difficile, parce qu'elles sont dans un secteur soumis à la concurrence, parce qu'elles ont aussi une pression parfois des donneurs d'ordre, ont des difficultés. Donc pendant une période, on est tout à fait disposé à regarder et à aider ces entreprises. Et nous sommes aussi pour un fonds mutualisé entre les entreprises, qui permettra justement aussi, j'allais dire, de permettre d'amortir cette augmentation. Ça sera opérationnel dès le 25 avril. Oui, absolument. On le mettra très vite, vous inquiétez pas. Et en n'oubliant pas une chose, c'est que ça, c'est après, il y a un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand vous remettez des revenus, vous augmentez les revenus du travail, vous augmentez la consommation populaire, vous augmentez les carnets de commandes des entreprises, et tout ça se met en branle. Les cotisations rentrent à nouveau dans les caisses, les fiscalités, les impôts. Donc c'est un cercle vertueux pour l'économie de manière globale. Dans le même registre, la question des retraites. Emmanuel Macron a annoncé cash 65 ans.
pour l'âge de départ à la retraite. Vous êtes sur 60 ans. Est-ce que cela signifie, selon vous, qu'il ne faut pas toucher au système des retraites? Ah si, il faut y toucher, il faut revenir à 60 ans. On rappelle qu'avec M. Sarkozy, on l'a mis à 62 ans. Donc on est pour revenir à ce qui a été une des grandes conquêtes du début des années 80. C'est réaliste pour vous? Est-ce que c'est réaliste? Ce qui n'est pas réaliste, c'est de continuer à pousser à travailler, à forcer des gens à travailler plus longtemps alors que beaucoup sont déjà au chômage. Ça, c'est pas réaliste du tout. Ce qui n'est pas réaliste, c'est quand vous avez encore plus de 6 millions de chômeurs dans un pays, de forcer les gens à travailler à un âge beaucoup trop avancé souvent pour les métiers qui sont les leurs, et d'avoir des jeunes qui sont au chômage. Ce qui n'est pas réaliste, c'est le fait qu'en rallongeant l'âge du travail, eh bien, progressivement, l'espérance de vie est en train de diminuer. C'est aussi les statistiques qui le disent. Donc tout ça n'est pas réaliste du tout. Mais est-ce que vous ne mettez pas en danger le système par répartition? Non, justement. Avec moins d'activité, plus de retraités. Mais vous savez, même prenons la situation aujourd'hui. Le COR, qui est le comité qui travaille là-dessus, dit qu'il va y avoir un problème jusqu'à 2042. D'accord. Après, les choses s'équilibrent. Bon. Et jusqu'en 2042, apparemment, il y a un déficit, on peut estimer, de 3 milliards d'euros. C'est ça qu'il faut regarder. À trouver par an. Bon, 3 milliards d'euros à trouver par an. Vous faites par exemple une loi d'égalité salariale homme-femme. Rien que ça vous fait 5 milliards de cotisations en plus. Il y a 52 milliards d'exonérations chaque année pour les cotisations qui sont imposées par l'État. On va peut-être en récupérer un peu et vous allez voir que les caisses vont vite s'équilibrer. On va parler de votre campagne, évidemment, hier notamment. Mais oui, vous étiez à République hier, Éric Coquerel, avec tous vos avis. Pas un mot sur Toulouse. Ce matin, d'ailleurs, ça vous est reproché par certains médias. Ah oui, j'ai vu ça. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que 10 ans de commémoration, D'abord, je vous faire remarquer une chose. La commémoration de Toulouse, elle parcourt. Par exemple, vous n'avez pas relevé, mais il y a eu des rassemblements, des initiatives à Toulouse, notamment d'organisation, parce qu'il y a eu une sélection. On a décrété une commémoration le 20, les crimes de Méras, c'est du 11 au 19 mars. Le chef de l'État a décidé une commémoration de laquelle il y a certaines personnes qui n'ont pas été invitées, il le revendique aujourd'hui. Dont nous, ce que je trouve est un peu curieux lorsqu'on veut l'unité du pays, pour dénoncer plus que jamais les crimes antisémites. Donc c'est un peu étonnant. Donc ces commémorations, ça dure du 11 au 19 mars. Il y en a eu à Toulouse où nous avons été, etc. Moi, je dis attention, d'accord. Jean-Luc Mélenchon, y compris quand c'est arrivé avec des phrases très fortes dont on peut se souvenir au moment en 2012, Jean-Luc Mélenchon a toujours dénoncé de manière absolument ferme et évidente les crimes antisémites de Méras, comme il a dénoncé les attentats antisémites qui ont continué par la suite. Mais attention aux récupérations politiques de ça. Moi, je trouve que les gens qui jouent ce jeu-là, qui disent « Ah, tiens, Mélenchon a été à République, n'a pas eu un propos le jour où il y a une commémoration officielle dans laquelle nous ne sommes pas invités. » C'était un oubli ou c'était un choix? Mais écoutez, vous demandez à Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a d'autres moments dans cette campagne. Laissez-moi finir. Il y a d'autres moments dans cette campagne. Regardez tous les discours où Jean-Luc Mélenchon a dénoncé très clairement tous les dérives et les attentats et les crimes antisémites. Donc là-dessus, je dis... Gare à tous ceux qui utilisent ça à des fins politiciennes. Voilà, je pense que ça rend service à personne. Vous n'avez pas été invité, vous l'avez dit. Et Emmanuel Macron a eu cette phrase hier dans son discours à Toulouse. Il a dit « Nous sommes déterminés à combattre l'antisémitisme, y compris celui qui se cache derrière le masque de l'antisionisme ». Est-ce que vous êtes senti visé par cette phrase, Éric? Non, moi, on ne s'est pas spécifiquement senti visé. Mais par contre, c'est une phrase qui est une erreur. Alors, en plus de ça, si vous voulez, c'est le propre de ce genre de phrase. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à discuter, à polémiquer dessus, eh bien, je trouve quelque part que c'est pas rendre hommage justement à toutes les victimes. Je rappelle aussi les soldats français qui avaient été tués, de confession peut-être musulmane d'ailleurs, mais à toutes les victimes de Méras. Voilà. Parce que là aussi, ça renvoie à un débat qui mélange la question de l'antisémitisme et la question, par exemple, de la critique de la politique d'un État. Voilà. Et je pense que c'est une erreur de faire ça. C'est une erreur d'abord parce que du coup, vous relativisez l'antisémitisme, si vous la mettez au même niveau que la critique d'un gouvernement qui ne respecte pas les résolutions de l'ONU. Et deuxièmement, donc ça c'est un premier problème, et le deuxièmement, c'est que vous dites à des gens qui disent nous ne sommes pas d'accord avec la politique du gouvernement israélien le fait qu'ils seraient antisémites. Donc tout ça est quelque chose qui, là encore, est à mon avis une erreur. C'est pas dans la tradition de la politique française vis-à-vis de la situation dans le conflit israélo-palestinien. Et je trouve que là aussi, Emmanuel Macron aurait mieux fait de ne pas rentrer sur ce terrain.
Votre marche hier, qui a rassemblé des milliers de personnes dans les rues de Paris, Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il doit aller chercher 5 points en 3 semaines pour être au second tour. Est-ce que ces points, ils se trouvent chez Fabien Roussel? Est-ce que c'est Fabien Roussel qui peut vous empêcher d'être au second tour? Moi, je pense que principalement, ces points-là ne se trouvent pas du côté de nos concurrents de gauche. Voilà. Je pense que principalement, ces points sont dans la jeunesse, sont dans les classes populaires, c'est-à-dire les catégories qui aujourd'hui ne rentrent pas pour une partie d'entre eux parce qu'ils hésitent à aller voter dans ces sondages. Et je crois qu'en réalité, ils existent déjà. Voilà, je crois que ces sondages sous-estiment la force du vote qu'il va y avoir dans ces catégories de la population qui vont voter Mélenchon. Les jeunes, les quartiers. Les jeunes, les quartiers, tous ceux qui, en gros, dans ce pays, ont un intérêt premier à la politique que nous proposons, que ça soit une politique en faveur de l'égalité sociale, de la jeunesse, une politique qui croit en l'avenir et qui croit à autre chose que le néolibéralisme et la mise en concurrence de tout le monde, y compris des services publics, comme le propose M. Macron avec l'école et la santé dans son programme. Voilà, je suis absolument persuadé que ça... Bon, il y aura peut-être aussi une partie aujourd'hui des personnes qui imaginent, des électeurs qui imaginent voter pour Fabien Roussel ou d'autres qui finiront par se dire ça vaut quand même le coup d'avoir un duel entre M. Macron et Mélenchon. Donc vous misez sur l'effet vote utile? Sur un vote, ce qu'on appelle un vote efficace. Ce qu'on appelle un vote efficace. Parce que le vote utile, on en a été victime pendant très longtemps, qui était l'idée de dire, il vaut mieux voter socialiste, même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec le PS. Nous, ce qu'on veut, c'est un vote efficace sur notre programme. Voilà. Mais encore une fois, je vous assure, je pense que c'est d'abord les potentiels abstentionnistes qui font la différence. Un dernier mot, puisque Jean-Luc Mélenchon dit, on gouvernera avec tous ceux qui veulent gouverner avec nous. Mais c'est qui nous, tant vous avez été critiqué à gauche dans cette campagne? Déjà, c'est peut-être justement tous les acteurs des mouvements sociaux, syndicaux, dont une partie se retrouve dans l'Union populaire. Je vous le rappelle, on a un Parlement de l'Union populaire, la moitié des membres, des artistes, des syndicalistes, des militants écologistes sont là. Et puis, ça sera aussi toutes les formations qu'ils souhaitent. Vous me parliez de Fabien Roussel tout à l'heure. Si le Parti communiste, au deuxième tour, souhaite soutenir Jean-Luc Mélenchon et souhaite soutenir notre programme et avoir des candidats avec nous dans le cadre justement de l'avenir en commun, ils seront les bienvenus et on travaillera ensemble. Donc la porte sera ouverte pour espérer justement former une majorité dans ce pays et changer de moment et changer de période. Merci Éric Coquerel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.